Bonjour à tous. Le temps n'est pas beau, Mendy, aujourd'hui. Effectivement, mais il pleut partout. On est en quoi là? On est en vigilance. Quelle couleur? On est en vigilance effectivement jaune pour forte pluie orage. Ça y est, c'est confirmé. Oui, parce que ce matin, j'ai entendu une radio très connue dire qu'on était en vigilance vert. Ah non, on est déjà en jaune là. Tu l'as trompé complètement. Oui. On est en direct du RHT, de Radio Haute Tension, mais aussi d'abord du ZCL et sur Canal 10. Et nous sommes avec Mendy et nous serons avec vous peut-être jusqu'à 14h, si tout va bien, si la pluie cesse. Alors, aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure, normalement, la présidente de SONIS, de l'association qui gère SONIS, Madame Alexandrine Moïsa, mais nous allons aussi recevoir M. Eddy Compère, avec qui nous allons faire le point sur la saison qui s'annonce pour cette structure culturelle dont Monsieur qui? Oui, monsieur Eddy Compère a pris la direction depuis l'année dernière, vous vous souvenez. Ensuite, on va recevoir Madame Françoise Vergès. C'est une dame très importante à La Réunion. Elle est ici pour le Festival du cinéma, le Festival des droits de l'homme. Nous aurons le plaisir de recevoir donc Françoise Vergès, très importante. C'est une intellectuelle qui a beaucoup écrit. Le nombre de livres écrits par cette dame prendrait au moins 4 pages. Je n'ai qu'une seule page, donc on parlera avec elle de La Réunion, bien sûr, des droits de l'homme, mais aussi de la situation dans son pays, l'île de La Réunion, puisque c'est la fille de M. Vergès, Paul Vergès, qui est décédé récemment. Et puis, comme chaque lundi, tous les 15 jours, on va recevoir Muriel pour sa chronique coaching de la réussite, effectivement, avec un petit blanc à l'antenne, c'est pas mal. Hein? Bon, enfin, bon, ça permet de respirer. Bonjour Mendy. Bonjour Danick, bonjour à vous les téléspectateurs et également ceux qui nous écoutent en direct de RHT Guadeloupe sur la 89.8 et voyons ce qui fait l'actualité en ce lundi 16 octobre. Et nous débuterons ce journal avec cette opération escargot, mais des taxis cette fois. Ils avaient annoncé une mobilisation de grande ampleur. Et bien, le collectif a donc commencé son mouvement en se dirigeant ce matin vers le port de Jarry, ce qui a provoqué des embouteillages jusqu'à Sainte-Anne. Et nous verrons également région à domicile après Morne-à-l'Eau, Sainte-Anne et Saint-Tro. C'est du côté du Gosier que la région s'est donc déplacée de manière à donner toutes les informations utiles aux citoyens. Et enfin, on terminera avec le créole. Vous savez, nous sommes en plein mois du créole et beaucoup de manifestations ont lieu à divers endroits. Nous irons du côté de Petit-Bourg où il y avait une lecture de contes en créole. Voilà donc pour l'actualité. On va démarrer tout de suite avec cette mobilisation. Je vous le disais, il avait annoncé une mobilisation donc de grande ampleur avec notamment Maître Démocrite qui était là pour parler donc de ce collectif qui est en colère. Eh bien, ils se sont dirigés ce matin vers le port de Jarry. Une mobilisation qui était aujourd'hui circonscrite autour de la zone du port. Les taxis continueront en tout cas des actions de ce type. Elles seront ponctuelles et diverses jusqu'à en tout cas la rédaction de l'arrêté préfectoral qui est prévu pour la mi-novembre. En tout cas, les taxis restent ouverts à la discussion et ont plusieurs propositions pour sortir de l'impasse. Mais on fait le point avec ce reportage de Stanley Manicor. Après plus d'un an de rencontres avec les autorités préfectorales et les autorités portuaires, on essaie toujours de nous présenter un cadre réglementaire qui n'est pas compatible avec la législation. On essaie toujours de ne pas mettre en application la loi du 1er octobre 2014 votée par nos députés à l'Assemblée. Bon, c'est pour exprimer un ras-le-bol et je préciserai que nous avons quand même tenté de ne pas trop pénaliser la population puisque nous empruntions qu'une seule file et que nous sommes venus aux autorités, voir les autorités portuaires et c'est une opération qui intervient après quand même plus d'un an. Donc si nous en arrivons là, c'est parce qu'il y a quand même un ras-le-bol, mais nous tenons à signaler que c'est la première, c'est le premier coup de semence. Si on n'entend pas nos revendications, si on ne nous donne pas des réponses à nos questions, il y en aura d'autres. Là, ce qui se passe, c'est que si ce qui se fait est appliqué, un système illégal est appliqué, ah ben là, le manque à gagner sera total. Nous sommes des jeunes, nous nous investissons pour une profession qui est censée avoir de l'avenir. On ne peut pas permettre de dilapider notre avenir. On ne peut pas permettre de dire que voilà, c'est la jeunesse de la Guadeloupe et qu'on se forme, qu'on fait tous les efforts nécessaires, on nous coupe l'herbe sous le pied. C'est pas les petits 10 miettes pourcentages que nous avons qui doit vous faire peur. Donnez-leur un peu. Pourquoi on n'en parle pas de cet opérateur-là qui gagne des milliards lors des manifestations pendant toute la saison de croisière, pendant les 4-5 mois de croisière. Il gagne des milliards. Non,
ils peuvent très bien donner au VTC, au DEAL des bons de commande afin qu'ils puissent venir chercher des clients sur le port. C'est ça la législation. Nous voulons que tous les transporteurs légaux de la Guadeloupe travaillent. On le dit bien, ne vous méprenez pas. Ce qui se passe là, ça dépasse les petits transporteurs. Nous avons des tours opérateurs très importants qui refusent de sous-traiter avec des petits transporteurs que sont les VTC et les lotis. Nous, les taxis, nous avons de plein droit la possibilité de travailler sur le port. On paye beaucoup, on paye le taximètre qui coûte 4 000 €, on ne fait que ça, payer, 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 arriver pour travailler. Ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas besoin de taximètre, ceux qui n'ont pas besoin de licence, ils sont là avec nous en train de manger la part du gâteau. Il y a des gens qui mangent des parts du gâteau, ils n'ont qu'à redistribuer, pas les taxis. Et la Guadeloupe a connu une forte recrue de violence dans le week-end, 2 meurtres en seulement 12 heures. Le jeune Marvin Kamalé a perdu la vie très tôt dimanche matin à Morne-Verguin. Puis c'est une fusillade qui a éclaté durant un run toujours aux Abîmes à Providence. Un jeune y a laissé la vie et les policiers ont donc fait état d'au moins 3 victimes collatérales qui se trouvaient parmi la foule. Et justement, la police qu'on va entendre au travers donc de Monsieur Cloc, qui est secrétaire départemental de l'UNCA Police Guadeloupe, au micro de Stanley Manicor toujours. Poussée de violence vient appeler au besoin, s'il en était nécessaire, que nous exerçons l'une des professions les plus dangereuses du monde, dans l'un des départements les plus criminogènes de France. Des individus qui refusent obstinément de s'arrêter et puis qui mettent en péril la vie des automobilistes, la vie des piétons, tout ça pour prendre la fuite. Mais ceux-là, ils avaient une bonne raison de prendre la fuite puisque l'enquête a déterminé qu'ils étaient porteurs de 2 armes de poing approvisionnées. Au niveau, lors de l'interpellation, donc ces individus ont reculé sur les forces de police. Donc voilà. Donc heureusement que les collègues ont eu une réaction appropriée et ont pu interpeller ces individus et les mettre à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les suites de l'enquête. Il y a eu lieu le matin au niveau du Bord-Verguin. Donc nos collègues de la police judiciaire traitent cette affaire. Donc vous avez aussi l'homicide à Milénis, toujours par arme à feu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une facilité de circulation d'armes à feu, même si les forces de l'ordre, journellement, ils combattent ce fléau, ils ne lâchent rien. Et après Morne-à-l'Eau, Sainte-Anne et Sainte-Rose, la région s'est donc installée cette fois au Parc du Calvaire, dans la ville du Gosier, pour son 4e village nomade d'information. C'est la région à domicile, un concept qui donne tout son sens au credo de l'exécutif régional, pour qui ce n'est pas aux citoyens de s'adapter donc à l'administration, mais plutôt l'inverse. Ainsi, voilà donc un village nomade qui vise à rapprocher l'administration régionale des Guadeloupéens en répondant directement à leurs besoins et leurs interrogations. On regarde ces images signées Charlie Dagonia. Faisons la tournée dans toutes les communes de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est la commune du Gosier. Je sais que le maire avait des projets pour le développement de sa commune et surtout de l'agglomération, mais aussi de la Guadeloupe, parce que tout projet, quelle que soit la commune, a une répercussion sur toute la Guadeloupe. Et c'est ce que nous disions depuis notre arrivée, quand nous parlions de nouveaux modèles économiques, quand nous parlons de changer d'avenir, c'est un peu cela. Accompagner, comme vous le voyez depuis quand même 2 ans, nous faisons la tournée des communes. Harry Chalus ne regarde pas la couleur politique du maire. Harry Chalus travaille pour la population. Les Guadeloupéens qui lui ont fait confiance, qui lui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est 6 millions que nous allons octroyer à la commune du Gosier sur les projets présentés, notamment la construction d'une école, c'est pour la jeunesse, la construction d'un gymnase, c'est pour tous ceux qui pratiquent des activités sportives, des enclavements, l'aménagement de l'île du Gosier, c'est pour tous les Guadeloupéens, le complexe de Belle-Plaine, une piscine, c'est pour aussi les Guadeloupéens. Donc voilà, il y a aussi la modernisation de la médiathèque qui nous a présenté. Et nous sommes sur un très gros chantier qui verra une autre réunion dans quelques jours. C'est sur le complexe tennis pour la Ligue guadeloupéenne et le maire est prêt à nous accompagner, à mettre un terrain à la disposition. Donc ce sera un projet, communauté d'agglo Carl, ville du Gosier, région Guadeloupe et la Ligue guadeloupéenne de tennis et la Fédération française. J'ai reçu le président Guy Ducelli il y a quelques jours. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas en Guadeloupe, après la Coupe Davis, un tournoi vraiment ATP de 250, avec l'engouement que nous avons eu pour la Coupe Davis. Donc nous sommes prêts à investir, à accompagner, à aider, comme on le dit nous,
J'entends des gens dire que oui, ils ont laissé de l'argent à la région. S'il y avait de l'argent, pourquoi ils ne l'ont pas fait travailler? Eh bien nous avons pris notre temps pour préparer les dossiers, rencontrer les maires, accompagner. Comme nous l'avons fait hier en commission permanente, nous avons voté près de 8 millions pour accompagner les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les petits commerces. Et comme je l'ai dit encore, je le répète, nous allons accompagner tout un chacun, notamment les marins pêcheurs que nous allons rencontrer, car il faut le dire, nous n'avions pas reçu de dossier d'évaluation. Quand nous aurons les dossiers d'évaluation, la région fera un effort considérable pour tous les pêcheurs de la Guadeloupe. Richelieu, c'est un consommateur de poissons 3 à 4 fois par mois, donc je sais ce que c'est être pêcheur. Voilà, il est 12h41, je vous l'ai dit, on va parler de la rentrée, pas scolaire, mais la rentrée culturelle, déjà avec M. Eddy Compère, qui est le directeur de Sonis. C'est votre première rentrée et demie, on peut dire ça comme ça? Deuxième rentrée. Alors, Eddy Compère, merci d'être venu. Je sais que cette rentrée, elle est un petit peu bousculée. Il y a eu quand même ce spectacle déjà de Oza, tout à fait. Qui a un petit peu ouvert la saison. Alors, quels vont être les temps forts de cette saison? Ben, on reprend la saison culturelle qui a démarré samedi dernier, le 14 octobre, avec Oza. Et c'est une saison qui sera placée sur la thématique choucage et perspective. Et d'ailleurs, le spectacle de Oza, c'était Jean nous chouquer. Donc, en doigt de fil de cette thématique, tout simplement choucage parce que nous allons nous enraciner encore dans notre culture. Nous continuons à nous enraciner dans notre culture avec une perspective d'ouverture sur l'extérieur. Le centre culturel de Sonis, c'est vrai que nous faisons un accompagnement total en matière artistique, culturelle au sein de l'agglomération de Cap Excellence, avec une volonté du président d'ouvrir cette culture à la population de Cap Excellence, tout en gardant cet ancrage que nous avons dans nos enracinements, je dirais, et une vision vers le monde. Donc, beaucoup de temps fort cette année, aussi bien en musique, en danse et en théâtre. Nous allons ouvrir aussi sur un peu l'art de la rue, qui est aussi un parent pauvre de notre culture, mais qu'il faudrait continuer à promotionner. Donc, nous serons dans cette direction. Évidemment, tout ce qui est aussi l'éducation et la formation artistique. Alors, quand vous dites choucage et perspective, ça veut dire plus de musique traditionnelle, plus de danse traditionnelle, plus de Guadeloupe, c'est ça? Pas forcément. Je prends l'exemple sur le concert de Rosa Moza qui donne vraiment la note de cette thématique de saison. Nous partons de ce que nous sommes dans notre culture, avec évidemment toute cette vision que nous avons vers le monde. Sortir de la Guadeloupe, prendre de la Guadeloupe sans ce que nous avons comme enracinement et pour envoyer vers le monde. Nous allons faire beaucoup d'accompagnement en matière de création qui permettrait à nos artistes de faire leur création à Sonis en perspective de partir en tournée, soit en métropole, soit en Martinique, soit en Guyane ou encore dans la Caraïbe. Donc en gros, c'est un peu cela. Nous enraciner dans toutes les formes esthétiques que nous avons, aussi bien dans la musique traditionnelle que dans la musique jazz caribéenne, guadeloupéenne, aussi bien dans la musique contemporaine, mais partir des éléments que nous avons vraiment, des éléments forts que nous avons dans notre culture. Mais quand on regarde un petit peu le paysage culturel guadeloupéen, je parle au niveau des scènes, dans la mesure où l'archipel a quelques difficultés, aujourd'hui le centre des arts n'est toujours pas ouvert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Sonis devient le lieu de référence dans la région. Bon, il y a peut-être Gosier, mais c'est un autre style de spectacle. Pour vous, ça vous fait un poids très lourd, là, une grosse pression. Une pression, oui et non. Mais en même temps, Sonis, nous sommes dans notre rôle. Hein. Nous sommes un équipement de proximité. Nous sommes un équipement parmi les équipements de Cap Excellence. Nous sommes un équipement qui rayonne, bien sûr, d'abord sur l'agglomération, mais après sur la Guadeloupe. Aujourd'hui, Sonis dépasse vraiment les frontières de Cap Excellence. C'est logique, je dirais. J'ai l'habitude de dire que Cap Excellence, nous faisons battre le cœur de la Guadeloupe. Nous avons les 3 communes au cœur de la Guadeloupe. Donc, on est vraiment dans cette centralité géographique, mais avec un rayonnement complètement ouvert. Mais
la culture, c'est un élément essentiel dans la vie même de ce pays. Je dirais, la culture fait partie de ce que tout chacun a besoin comme élément pour avoir une vie meilleure. Donc, nous sommes dans notre rôle, donc ce n'est pas un poids, au contraire, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, sur le plan des spectacles, pour l'instant, on n'a pas dit de nom, on a parlé de Ouzan Stigia le passé. Qu'est-ce qui vient? Samedi prochain, les 40 ans de Thierry Benoît. Oui, d'accord. Avec une pléiade d'artistes. Thierry Benoît, il faut savoir, c'est une famille, grande famille. Absolument. La famille Benoît, on connaît depuis le père jusqu'aux petits-enfants. Nous, on a tenu cette année à vraiment, quand il nous a fait cette proposition, de faire en deuxième concert, ce concert-là. C'est une génération, c'est la génération depuis les Maxès jusqu'à Énergie. Je rappelle que Thierry Benoît, avec Datil, avec Jean-Michel Rotet, ce sont des musiciens qui ont donné un autre souffle à notre zouk, ce qu'on appelle le zouk R&B. Thierry Benoît, c'est un musicien, c'est aussi un musicien enseignant. Je crois que c'est quelqu'un qui a une pédagogie, et je crois que c'est toute cette carrière-là qu'il a pu traverser pendant ces 40 ans, qui sera résumée en 2 heures de concert, avec des invités comme Yves Honoré, Guy Jacquet, Guy Datil, Widi Gustan, toute une génération, Patrice Ullman. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ça va être un éventail assez large là. Ça va être un éventail assez large. Alors, le répertoire sera quoi? Ce sera du Thierry Benoît ou ce sera du tout le monde? Alors, ce sera du Thierry Benoît, puisqu'il a quand même 40 ans de carrière, il a quand même un passé. Évidemment, avec tous les différents courants qu'il a pu traverser, et je crois que ça sera vraiment un concert mémorable. Et puis après, le samedi d'après, c'est-à-dire le 28, nous allons avoir du théâtre, un mélange d'humour, de stand-up, humour, théâtre, avec Emma Gattuso qui vient de Paris et Thibaut Choplin, qui gagne une autre forme dans nos théâtres, qui sera, à mon avis, parmi les premières fois, nous allons faire du stand-up et de l'humour et du théâtre. Et puis après, nous allons continuer notre saison avec de la danse, par exemple Mama Blues aussi, qui sera aussi un spectacle de danse, et d'autres spectacles comme Arnaud Delmen, qui, je l'annonce déjà, qui fera la présentation de son nouveau album à Soniste. Donc vraiment une panel assez large. Alors l'année dernière, vous avez fait, je me souviens, un concert d'art lyrique. Est-ce que cette année encore, vous allez explorer ce domaine-là? Nous allons explorer. Alors, je peux déjà annoncer que en novembre, on aura un concert d'art lyrique avec des artistes venant de Pologne. De Pologne, oui. Avec une partie qui officie, puisque nous avons un professeur qui sort de ce pays et qui travaille chez nous en musique classique. Donc, c'est ce que je disais, c'est l'ensemble des esthétiques seront balayées, mais évidemment avec cette vision de perspective vers le monde, mais tout en s'enracinant, parce que j'y tiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, notre thématique l'année dernière, c'était lionnage, force d'excellence, et cette année, choucage et perspective. Donc, ça veut dire que toujours un mot créole et toujours un mot français pour vraiment monter les on commence sur nos 2 pieds. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, je profite pour rappeler aux gens qui ne savaient pas qu'il y a eu cette cérémonie mémorable pour Café. Café, tout à fait. Il a eu 2 enterrements, on peut dire. Hein. 2 enterrements. Mais je crois que ça a été une volonté vraiment du président Jalton de faire, mais il y a eu cette poussée aussi vers de la population, du monde artistique et culturel. Sony, c'était, je dirais, parmi les maisons de café. D'ailleurs, ça me permet de donner l'anecdote lors du festival Ilo Jazz. Christian Amou était en répétition à Sonis et Café était en train de passer juste devant la porte. Il a entendu un trompettiste qui était Alain Desmastria qui jouait avec Christian Amou, juste en train de jouer, et il est sorti de la rue, il est rentré et il est resté là à écouter, et il me disait c'est qu'à jouer. Et puis à un moment il me dit, on sentait que
Il avait besoin de cela. Et on avait émis l'idée avec Patrick Dennery de faire un hommage pour lui dans notre programmation de 2018 plutôt. Et il a eu le temps de partir. Et forcément, c'était nécessaire et normal qu'on lui rende cet hommage à Sonis, puisque c'est un musicien. Nous avons perdu un pan de notre patrimoine. Je rappelle que Café a été parmi peut-être les derniers à inventer un instrument. Oui, il faut le batrika et le 3K. Et moi, je vais ajouter une anecdote, c'est que Café avait son batrika, comme il appelait, et ce jour-là, il y avait ce grand Ribarito qui était dans un hôtel et qui découvrait cet instrument et qui n'en revenait pas. Qui n'en revenait pas. Je ne sais pas si vous étiez là. Je crois que vous étiez là. Je sais tout pas. À fait, tout à fait. Et Ribarito, il était vraiment, qui était quand même, n'était pas n'importe qui. Voilà, un des plus grands percussionnistes du monde latin musique et qui découvrait l'instrument de Café. Alors je vous pose la question, quand deviendra cet instrument finalement? Je crois que la veillée de Café à Sonis, c'est l'hommage qu'on lui a rendu à Sonis avec l'ensemble de la population et les musiciens. On dénote déjà les perspectives. J'ai eu à discuter avec des musiciens qui ont monté le Café Orchestra qui disaient que l'idée c'est de continuer à faire vivre l'instrument, à faire vivre la musique de Café. Et j'ai eu Franck Nicolas aussi à Paris, qui n'a pas pu être là lors des funérailles et de la veillée, mais qui me disait, mais aujourd'hui ce sera à nous de faire vivre cet homme-là et la musique de cet homme-là. Mais je garde un excellent souvenir de Café en 2005 lors du Creole Blues à Marie-Galante, où il était parrain de ce festival. Et quand Pierre-Édouard et moi lui avons annoncé que l'artiste invité d'honneur de ce festival en 2005, ce sera Eddie Palmieri, et il a dit ouais, là les hommes bon moi bitin là, donc après on peut partir. Parce qu'il faut savoir que c'est à partir de cette musique le Café qui s'appelle Café. Voilà, qui s'appelle Café. Et je crois que c'est l'une des meilleures choses que nous avons pu faire avec lui. Et évidemment, tout ce répertoire qu'il a laissé à la Guadeloupe, je crois que il continue à vivre. Je crois que là où il est, ça va pas se perdre. Il ne va pas se perdre. Il peut nous entendre. Alors, dernière chose, traditionnellement, vous avez des ateliers quand même pour les plus jeunes en musique, en danse. Ça va continuer cette année? Tout à fait. Le Centre culturel de Sonis, c'est aussi l'éducation et la formation artistique que nous dispensons, qui a déjà ouvert ses portes en matière de danse et de théâtre. Nous avons subi quand même quelques dommages avec Maria, donc nous avons quand même 6 salles de cours aujourd'hui qui n'est pas opérationnelle, donc en train d'être révisée puisque on a subi des inondations, mais en partie la danse et le théâtre est déjà ouvert, et au mois de novembre nous allons ouvrir, après les travaux de rénovation, la partie musique. Donc c'est aussi ça aussi Sonis, la formation des plus jeunes, la formation au niveau de la pratique amateur, mais aussi c'est toute une pédagogie qui rayonne sur le Cap Excellence au niveau des écoles. Par exemple, pour le concert de Thierry Benoît, le vendredi, nous allons recevoir l'ensemble des écoles primaires de la zone, où on va parler de ce que fait Thierry Benoît, on va parler avec les enfants de l'instrument qu'il joue, qui est le piano, et qui va une action pédagogique. Donc ce sera ces éléments-là. Nous gardons toujours, bien sûr, cette politique de démocratisation avec une politique tarifaire qui reste vraiment abordable. C'est quoi? C'est 10 €, c'est ça, pas plus? C'est 15 €. 15 € et pas plus. Oui, pas plus. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous éclairer pour le premier trimestre. Tout à fait, c'est le premier trimestre. Alors, on prend rendez-vous à la fin de l'année. Pour le bilan et le deuxième. Pour le bilan et le deuxième trimestre. Comme prévu. 12h et quelle heure? 12h55 déjà, Mendy. On a le temps de faire la pause pub. Oui, on fait la pause pub et on va développer la suite du journal dans un instant en remerciant monsieur Eddie Compère de s'être déplacé malgré la pluie. Merci.
Voilà, retour sur le plateau du ZCL en attendant l'arrivée de Madame Françoise Vergès. On va continuer le journal et puis on va peut-être la recevoir dans un instant. Sinon, Mandy, on déroule. On fait un rappel des titres. Oui, on va faire un rappel des titres pour ceux qui nous rejoignent. Ils avaient annoncé une mobilisation de grande ampleur. Eh bien, le collectif des taxis a donc commencé son mouvement en se dirigeant ce matin vers le port de Jarry. Une mobilisation qui devrait être reconduite, en tout cas jusqu'à la rédaction de l'arrêté préfectoral prévu pour la mi-novembre. Et également la région à domicile. Après Morne-à-l'Eau, Sainte-Anne et Saint-Tro, c'est donc la ville du Gosier qui accueillait la région. Une manière donc de rapprocher l'administration régionale des Guadeloupéens en répondant directement à leurs questions. Et enfin, nous terminerons avec cette lecture de contes en créole. Ça s'est donc passé à la bibliothèque municipale du bourg de Petit-Bourg. Nous verrons à quel point la jeunesse était donc intéressée par ces différents contes. Et on poursuit avec la semaine du film de la Caraïbe et des Outre-mer. Et c'est donc, ça revient donc pour la seconde édition au cinéma Les 7 Parnassiens de Paris du 9 jusqu'au 15 octobre. Le festival a donc proposé une programmation riche et variée de fiction, de documentaires, de courts et longs métrages. Des événements spéciaux ont également ponctué la semaine. Un reportage de Maurice Cessé. Alors en fait, ça remonte en 2002-2004. C'est la semaine du cinéma créole que nous faisions au Parnassien. Et puis ensuite dans un autre cinéma en 2006-2008. Après, c'est vrai qu'avec les films, on avait passé beaucoup de films, il n'y avait plus matière. Alors on a laissé un petit peu tomber. Et en 2012, je dirais qu'on a repris au Lincoln les Mardis de l'Outre-mer. Le but étant une fois par mois de présenter un film ultramarin, soit d'un réalisateur ultramarin, soit un film qui parlait des Antilles françaises. On en passe 16 films, 18 films, dont 16 films inédits. Et un ciné-concert qui vient agrémenter en plus cette semaine un concert de Maxilla. Alors les films viennent essentiellement, c'est-à-dire qu'en fait il y a un panache. Cette année on a privilégié, on a privilégié en fait toutes les Outre-mer, et l'Océanie et le Pacifique aussi, avec lesquels on a ouvert lundi, avec 2 films, un de la Nouvelle-Zélande et un sur la Nouvelle-Calédonie. Ça a bien marché, toute la semaine on a eu beaucoup de succès, des gens qui sont curieux, pas forcément ultramarins justement, c'est notre public qui est intéressé, et c'est le but, le but c'est qu'on fasse découvrir ce cinéma français qui est encore méconnu. Bien, pour finir, moi je suis très heureuse. Voilà, ce soir c'est en musique qu'on va terminer la soirée jusqu'à dimanche. Donc il faut venir. Alors c'est la télé. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas à Paris, mais en tous les cas, on est très heureux déjà et on pense déjà à la 3e édition. Il y en aura une, c'est sûr. Et je vous le disais en titre, dans le cadre du mois du créole, et bien samedi avait lieu le Migan à créole. Et bien qu'est-ce que c'est? C'est donc une rencontre avec des lectures de textes en créole. Et cette fois, ça se passait à Petit-Bourg au niveau de la bibliothèque municipale. Des images signées Michel Terrasse. Il a suivi tout partout. Qui en case là, qui en la rue. Moun jusqu'à dit. L'on voyons que mort, l'autre piquet t'a dit derrière. Là, nous mettons créole devant. Et donc, la bibliothèque a proposé ces gens qui viennent là, lire créole, jouer créole, et chanter créole aussi, parce que nous avons des textes à Patrick Saint-Éloi, nous pouvons chanter aussi. En Guadeloupe, il y a fait le mois du créole pendant tout le mois octobre, parce qu'au départ, c'est le 28 octobre qui c'est journée internationale à créole. Donc, toutes les lettres qui parlent créole, tout pays qui parle créole, ils ont réuni et à partir de 82, ils ont décidé, 28 octobre, c'est que journée internationale à créole. Et donc, depuis ça, moun ka fait un lobby une manifestation à l'entour créole et 28 octobre, mais après ça fait 6 semaines créole et là je dis il a fait un mois créole. Papa c'est un mot comme maman qui veut dire grand, gros en maman case, en papa tout. Ces paroles là ça ni même sens qui bidim, on bidim case. Les moun ka prier Dieu bon Dieu en créole, yo ka crier ay papa bon Dieu. Les voix moun ka mandé au trop bitin ou ka dit c'est papa ou allo. Les anti moun ka sam papa yon pile yo ka dit c'est papa y couper cou.
Yo peut dire aussi, c'est petit à papa. Yeah, c'est identité en nous, il faut véritablement nous mettre ça devant. Et créole, c'est nous, c'est vivre créole, c'est parler créole, c'est manger créole. Donc, il faut vraiment nous maintenir ça. C'est un patrimoine qu'il faut maintenir, quoi. Et c'est un travail en bibliothèque aussi, et transmettre et maintenir le patrimoine aussi. Ça fait 2 ans que je vis en Guadeloupe et je suis très content de vivre non seulement avec les Guadeloupéens que j'aime beaucoup parce que ça fait 30 ans que je viens en Guadeloupe et je voulais pouvoir m'intégrer dans la vie du peuple créole, du peuple guadeloupéen. Comme tous les jours rêver comme Guadeloupéen, depuis un an, on a apprendre créole. Donc, arrivé par les créoles. On a commencé à parler créole bien. Voilà, il est 13h07, comme je vous l'ai dit, nous allons recevoir Françoise Vergès, écrivain, qui est la fille de Feu Paul Vergès, elle est réunionnaise. Et avant même de commencer l'entretien, j'aimerais qu'on rende hommage à une personne qu'on avait reçue ici en Guadeloupe et que vous connaissez sûrement, Odé Manuel Oaro, qui est disparu ce week-end. Voilà, juste son image, elle était philosophe, artiste, écrivain, auteur. Elle était venue ici il y a quelques années présenter, on l'avait invité à présenter son ouvrage Concept pour la pensée créole. Et bien sûr, elle avait été très bien accueillie en Guadeloupe et elle avait apprécié, c'était son premier voyage ici. D'ailleurs, elle ambitionnait de revenir parce que vous savez que la pensée créole, ça s'étend des Antilles jusqu'à la Réunion, je ne vous apprends rien. Et Aude avait vraiment apprécié son séjour ici et nous-mêmes. On est très embêtés de cette disparition subite. Vous la connaissiez? Oui, je l'avais connue un peu, au moment même encore où elle faisait sa thèse. Oui. Et oui, j'ai été très émue et surprise de sa disparition si soudaine. Crise cardiaque, 39 ans. Ouais. Bon, alors, on a beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de temps comme d'habitude. Alors, vous étiez président du comité pour la mémoire de l'esclavage et puis après président du comité national pour la mémoire. Mais avant de parler de ça, je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour la Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise qui a un projet mort-né, on peut le dire comme ça? Oui, un projet mort-né, c'était un projet d'un musée sur l'histoire du peuplement de la Réunion. Qui est un Memorial Act. C'était plus sur le peuplement général, donc c'était pas que sur l'esclavage, c'était vraiment sur toute l'histoire du peuplement et aussi de la culture, la question de culture. Et nous, ce qu'on avait proposé, et là, qui était peut-être serait intéressant, c'est intéressant aussi pour les Guadeloupéens, c'était de situer notre pays dans sa zone, c'est-à-dire dans l'océan Indien, c'est-à-dire de ne pas commencer notre histoire par la France et de suivre l'histoire française et de regarder ce qui se passait à La Réunion pendant ce temps-là. C'était de partir de chez nous. Donc on partait de chez nous et on regardait le monde. Donc c'était pas le monde qui nous regardait. Et la France, en fait, on partait du monde de l'océan Indien puisqu'on disait que les gens qui ont peuplé La Réunion, que les esclaves et travailleurs engagés, ils venaient de mondes qui étaient des mondes développés, civilisés, avec des cultures. Donc ils sont pas nés à La Réunion par la France. Ils ont apporté des langues, des cultures, des mythologies, des religions, des cuisines. Et on avait commencé par l'histoire de l'océan Indien. Et pour nous, c'était aussi l'histoire, ce qu'on appelle en américain, les gens d'en bas, c'est-à-dire vraiment, pas l'histoire des grands propriétaires, Non, c'était l'histoire vraiment des migrants, des esclaves et du fait que sans leur richesse, sans ce qu'ils auraient apporté, il n'y a pas de peuple réunionnais. C'est eux qui ont fait le peuple réunionnais. Monsieur Didier Robert n'a pas apprécié. Pas du tout. On a été très attaqués sur ça parce qu'on attaquait la France. On nourrissait un sentiment anti-France et anti-blanc en célébrant justement les histoires des personnes venues de Madagascar, d'Afrique, du Yémen, de Malaisie, de l'Inde, de la Chine. Et on ne célébrant pas la République française comme au centre, si vous voulez. Et on disait, mais nous, c'est pas le soleil autour duquel on tourne. Et voilà, donc c'est comme pour ici, partir de la Guadeloupe dans son univers culturel et historique, qui est l'univers des Amérindiens. Et c'est un projet qui est définitivement défacé. Abandonné. Non seulement il a été, en 2010, la campagne électorale s'est faite sur sa destruction, donc il a été annulé, et l'équipe a été
tout à fait l'essentiel, mais c'est surtout tout a disparu. On avait quand même accumulé des témoignages, on avait enregistré. Pour nous, ce qui était très important, c'était les cultures populaires, c'est-à-dire par exemple les plantes médicinales, les savoirs sur les plantes médicinales, des savoirs techniques. Ne pas rester simplement dans la culture au sens de la musique et de la langue, mais de rentrer aussi les savoirs, les techniques agricoles que les gens ont développées. Je veux dire, c'est-à-dire de valoriser l'intelligence de notre peuple et ses savoirs. Monsieur Didier Roubert, il n'est pas réunionnais? Il est réunionnais, mais vous savez, chez nous, enfin je pense que chez vous c'est pareil, Peau noire, masque blanc a été quand même un livre qui est toujours pertinent pour nous. Hein. Alors, parlant de livre, votre dernier ouvrage que je ne l'ai pas lu, j'ai vu Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme. Vous pouvez expliquer un peu Alors très rapidement, ça part d'un scandale qui a lieu à l'île de la Réunion, qui est découvert en 70, mais qui avait lieu depuis les années 65. Entre 6 000 et 8 000 femmes par an étaient avortées de force et stérilisées. Certaines étaient enceintes de 3 mois, 6 mois. On leur disait qu'elles allaient subir pourquoi c'est le contrôle de naissance. C'est-à-dire que l'État français, à la fin de la Deuxième Guerre, décide que les vieilles colonies, qui vont devenir des départements en 1946, leur problème, il n'y a pas de développement. C'est écrit dans les rapports gouvernementaux, le développement est impossible. Les deux solutions seront l'immigration et le contrôle de naissance. Chose que nous verrons mise en œuvre dans les années 60 par le BUMIDOM. Oui, bien sûr. Et le contrôle des naissances. Et à la Réunion, le contrôle des naissances a été beaucoup plus agressif qu'aux Antilles. Donc ces femmes, on leur disait qu'elles allaient subir une petite opération, elles se réveillaient, avortaient et stérilisées. Et en plus de ça, les médecins qui faisaient ça ont accumulé des fortunes, puisque à cause de l'assistance médicale gratuite, c'est-à-dire les personnes étaient trop pauvres, donc le médecin remplissait le bon, qu'il envoyait à la sécurité sociale, lui déclarait une autre opération chirurgicale un peu plus élevée, avec un montant plus élevé, et ils ont devenu millionnaires. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que personne n'a été puni. Tous les médecins, c'était des oreilles, comme on dit à La Réunion, et aucun n'a été puni. Ils sont ni pour les avortements forcés, ni pour le détournement d'argent. Donc en partant de ce scandale, ce que j'ai voulu, c'est en 71, donc c'est assez tard, j'ai voulu comprendre comment l'État français pouvait avoir deux politiques, celle-là, et en France, celle d'interdire l'avortement de la contraception, et que ce n'était pas un hasard, c'était qui doit naître et qui ne doit pas naître. Qui a le droit de naître et qui n'a pas le droit de naître. Et les populations noires et pauvres étaient visées. Et ensuite, il y a aussi donc la question du BUMIDOM. Et la deuxième question aussi, c'est pourquoi les mouvements féministes français se sont totalement désintéressés de ce qui se passait dans les Outre-mer, où elles auraient compris justement que l'État n'a pas les mêmes politiques sur le corps des femmes, sur le ventre des femmes, qu'il ne gère pas le ventre des femmes de la même manière, que vous soyez blanche et française de France, et que vous soyez noir et pauvre de la Réunion ou de Guadeloupe. L'autre problématique sur la Réunion, on n'en parle pas beaucoup en Guadeloupe parce qu'on le sait peu, c'est tous ces enfants qui ont été raptés, on peut le dire comme ça, emmenés de force en France. Est-ce que cette affaire a été résolue définitivement? Pas du tout. Et alors, la dernière recherche montre qu'ils n'étaient pas 1 millier, mais qu'ils étaient 2500. 2500, certains bébés enlevés. Séparés de leur mère, de leur famille, au nom justement de la surpopulation et de repeupler des zones désertées de France. Ces enfants ont été envoyés dans des fermes, sont devenus des esclaves, ont été mis dans les étables, ont subi énormément, beaucoup d'entre eux. Ils n'ont jamais pu revenir à La Réunion. Jamais pu. On leur a dit que leurs parents étaient morts ou que les parents les avaient donnés. Ils ont cru pendant très longtemps qu'ils avaient été abandonnés par leurs parents. Certains ont recherché leurs parents très tard, ont compris qu'en fait on avait dit aussi à leurs parents qu'ils étaient morts, qu'on les avait enlevés. Donc tout un traumatisme général au nom du fait que les populations réunionnaises, comme aussi on a entendu aux Antilles, ne savent pas bien s'occuper des enfants. Donc il faut les enlever aux familles. Parce que ces gens-là ne savent pas être des bons parents. Donc on va les enlever, les envoyer chez des bonnes familles. En fait, on les a envoyés pour les exploiter. On avait dit aux parents, mais on les emmène, ils feront de bonnes études, ils vont devenir des ingénieurs et des médecins. Ils sont devenus des garçons de ferme, des filles ont été exploitées. Donc c'est une histoire absolument terrible, vraiment un crime. Il y a eu en 2014 la reconnaissance de la responsabilité de l'État, mais ces adultes demandent des réparations et n'ont obtenu aucune réparation jusqu'à présent.
Alors justement, c'est l'occasion de vous poser la question sur la question des réparations qui se pose avec beaucoup d'acuité, en tout cas dans l'espace caribéen, puisque vous savez que le CARICOM a pris position officiellement. En Guadeloupe, les élus n'en parlent pas beaucoup, c'est un petit peu un silence gêné. À La Réunion, est-ce qu'on en parle? Pas du tout, c'est pareil, silence gêné. Vous savez que quand la loi Taubira a été discutée, il n'était surtout pas question qu'on parle de réparation. Le mot même ne devait pas venir. C'était la condition pour que cette loi puisse passer. C'est-à-dire que l'État français ne refuse qu'on parle de réparation dès qu'il s'agit d'esclavage et de colonialisme. On peut en parler pour d'autres questions. On en a parlé pour les biens juifs spoliés pendant la guerre, et récemment encore. Même aussi, il y a eu des compensations pour certains pieds noirs. Après la guerre d'Algérie. Donc ce n'est pas que l'État français refuse les réparations, refuse de parler de réparations quand il s'agit de ces deux questions. Et pour moi, je ne comprends même pas que ça puisse être un refus. La réparation est inscrite dans le droit international, elle est inscrite dans le droit national, donc juridiquement ce n'est pas une aberration. Et il faut en parler. Ce que vous disiez sur les pays du CARICOM, il prouve qu'il y a des séquelles encore dans la santé, dans l'éducation, dans l'accès au foncier. On a des exemples concrets en Guadeloupe tous les jours. Absolument. Donc c'est à partir de cette étude-là qu'on parle de réparation. Et quand on voit nos pays qui ont été les anciennes colonies esclavagistes, le taux de chômage, le taux d'illettrisme, les problèmes de santé qui sont absolument terribles, je ne comprends pas pourquoi l'État français, enfin je comprends pas, mais le fait que l'État français refuse absolument de même prononcer le mot, et je pense un mépris pour ce que nos peuples ont subi et continuent à subir. Alors quand on voit un peu ce qui se passe à La Réunion aujourd'hui, du point de vue de la relation avec la France, comment les Réunionnais aujourd'hui vivent cette relation? Je donne un exemple, il y a quelques années, je crois que la population indienne de La Réunion avait plus ou moins, enfin, il était question d'un passeport qui pouvait permettre aux Réunionnais d'aller en Inde facilement, et puis ça a failli créer un incident diplomatique avec la France. Comment les Réunionnais se sentent français aujourd'hui? Est-ce que, comme ça évolue, ou bien est-ce que ce statut définitif, on n'en parle plus et c'est terminé? Je pense qu'on est arrivé, si vous voulez, à la fin du projet d'assimilation. C'est-à-dire que... Et alors ça a marché quand même un peu, parce que ça a un peu marché. Mais il y a des aspirations, vraiment. Et les descendants donc, de ce qu'on appelait les Malbars à La Réunion, des travailleurs engagés, ont voulu rejoindre. Et l'Inde leur offrait. Bon, alors après, on peut parler aussi des intérêts de l'État indien. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on sent, si vous voulez, que ce n'est plus satisfaisant, que ce ne peut plus être seul, la question. Et que on est français, mais on sait bien que la promesse de l'égalité n'a pas été tenue, ni celle de la liberté. On sait que nous ne sommes pas totalement autonomes, nous ne sommes pas du tout indépendants, que par exemple même on ne peut pas visiter nos pays librement puisque quelqu'un qui a un visa Schengen ne peut pas rentrer chez nous. Et de la même manière, les visas, donc les échanges ne sont pas facilités. Moi-même là pour venir, je suis arrivée des États-Unis, mais j'ai fait un parcours incroyable. On le sait ça, si vous voulez, que c'est beaucoup plus facile d'aller à Paris que d'aller au Venezuela ou en Colombie. Donc tout ça produit, si vous voulez, la seule chose, alors qu'on est dans des environnements qui changent énormément, et dans un monde dont on dit qu'il est globalisé. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une impasse à cette offre d'être français, au sens quand ça reste totalement abstrait, ainsi, si vous voulez, d'une certaine manière. Et à La Réunion, je pense comme partout, il y a des gens qui ne sont pas du tout satisfaits de cette offre. Et puis, il y a aussi des gens qui s'en satisfaisent. C'est la grosse contradiction du colonisé. Du colonisé, ça reste. C'est-à-dire qu'on vous offre, d'un côté, on vous jette quelques miettes, et de l'autre côté, on vous met le bâton si jamais vous protestez trop. Et on a appris aux gens à se contenter de ces miettes. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça ici, mais dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de propagande à La Réunion sur les échecs des indépendances. Oui. Tout le temps montrer ce qui se passait à Madagascar, à Maurice ou dans des États africains pour dire
Vous voyez ce que c'est que l'indépendance. Voilà ce qui va vous arriver. Nous, on avait Haïti, ici. Voilà. Donc, ça a tout été, si vous voulez, c'était des années et des années de propagande pour faire... Et en même temps, sans qu'il y ait de développement économique local, sans qu'il y ait de développement universitaire local, de recherche qui nous concerne sur nos questions. On voit bien que les recherches sur les changements climatiques auraient dû être menées depuis des décennies chez nous, parce qu'on va subir de plein fouet des conséquences de cela, et qu'on n'est pas du tout préparé, comme on a pu le voir encore il y a très récemment. Oui, on le voit même aujourd'hui. Alors, est-ce que l'exemple de l'île Maurice, qui est proche de la Réunion, quand même peut influencer sur le changement, la volonté de changement, ou bien est-ce que l'île Maurice est complètement rejetée comme étant l'exemple à ne pas suivre? Au début, ça a été cela, puisque les premières décennies de l'indépendance à l'île Maurice ont été difficiles. Ensuite, l'île Maurice a décollé, donc là, de nouveau intéressé, un peu honte, si vous voulez, parce que finalement, les Mauriciens et les Malgaches n'ont pas non plus un très grand respect pour les Réunionnais parfois, si vous voulez, parce qu'après tout, peut-être que si vous êtes Mauricien, vous n'avez pas un visa facile pour arriver en Europe, mais vous êtes Mauricien, hein. Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, quoi. Quand les autres arrivent, ils sont chez vous. Et donc aujourd'hui, ça s'est renversé. Et alors même s'il y a des difficultés, si vous voulez, la question c'est comment on va exister dans le monde dans une situation qui est une situation du 19e siècle, d'une relation qui ne peut pas tenir et qui fait aussi surtout qu'on ne peut pas prendre nos décisions, et que si nous faisons des erreurs, nous les ferons. Je veux dire, ce sera nos erreurs, nous en serons responsables. Donc il y a une forme de paternalisme qui existe toujours. Toujours. La République française reste très paternaliste. Elle a une relation très très paternaliste. Mais parfois on entend des déclarations, vous savez, quand même, de responsables politiques français ou même de présidents de la République. On est stupéfait quand même, je veux dire, de la manière dont ils parlent de l'Afrique, des Africains. On peut même vous donner l'inverse. Hier, le président de la République française s'est entretenu pendant 1h30 avec des journalistes, n'a jamais signalé, même pas ce qui s'est passé récemment à Saint-Martin, en Guadeloupe, etc. Donc ces pays-là sont totalement aussi au cuit, effacés, oubliés. Nous sommes invisibles, dans la conscience. Bon, peut-être qu'il y aura un petit truc pendant 1 minute sur le fait qu'à Saint-Martin, mais surtout du côté, y a-t-il eu des pillages, les touristes sont-ils en danger? Ça sera sous cet angle-là. Mais qu'est-ce que la population fait? Et même quand on parle de reconstruction, quelle forme de reconstruction? Est-ce que ça ne va pas encourager de nouveau, si vous voulez, que les pauvres et les noirs vont être mis de côté? Je veux dire, toutes ces questions qui sont des questions qui vont être de plus en plus importantes. Elle est pensée de Paris, cette reconstruction. Et les entreprises dites locales ne sont pas... Enfin, bon, 2 petits mots quand même sur le festival du film des droits de l'homme, puisque vous êtes venu pour ça aussi, pas seulement parler politique. Ça se fait à La Réunion, ce festival? Non, pas des droits humains, il y a d'autres festivals de films. Moi, c'était la seconde fois que j'étais invitée. La première fois, j'aurais voulu dire l'an dernier, puis là, j'étais très contente de pouvoir dire oui. J'aime soutenir les petits festivals de ce genre chez nous. La question des droits humains était aussi une question importante, de comment nous, on la pose à partir de nous, justement, pas à partir de ce qu'on nous dit, à partir de nos questions, comment qu'on comprend. Et comme c'est l'année dédiée aux femmes, évidemment, ça m'intéressait aussi en tant que féministe, de comment on pose la question des droits humains à partir des droits des femmes, à partir de la question des femmes, à partir de nos territoires. Les droits des femmes, qu'est-ce que c'est dans nos territoires? Ça tombe en pleine affaire Weinstein, le plus. Par exemple, mais bon, en même temps, il ne faut pas que évidemment, c'est un homme puissant, donc tout le monde s'intéresse, c'est Hollywood, mais il ne faut pas que ça masque le fait que tous les jours, des femmes sont harcelées, notamment dans l'emploi, pour obtenir un emploi. Ou sont tuées dans nos territoires. Hein. Donc, évidemment, Weinstein, c'est tellement... Et puis en plus, c'est des stars qui le dénoncent, donc ça fait une histoire. Mais n'oublions pas que peut-être le petit patron, pas très loin, fait la même chose. Une dernière question. En tant que féministe, comment vous appréciez l'action des femmes? Pour moi, c'est des occidentales, c'est des
Bon, ça ne pose pas. Pour moi, la question, c'est la question. Oui, la question d'aujourd'hui, c'est la question de la précarité, la question que le temps partiel, c'est surtout pour les femmes, que les femmes seront les premières touchées par les conséquences des changements climatiques, que la reconfiguration aussi aujourd'hui de l'économie font que les femmes dans le Sud, dans ce qu'on appelle le Sud global, sont mises de côté, et que la question des droits des femmes doit être repensée, pas simplement à partir de la compréhension qui en a été faite dans l'Occident, mais à partir aussi de la compréhension de comment ça se passe. Donc là, par exemple, là, on a bien vu que les féministes en Inde, sur la question du viol, elles ont voulu poser la question à partir de leur situation, de leur contexte, et non pas à partir d'une conception universelle. Voilà. Et vous continuez le combat. Ouais, bien sûr. François Vergès, en tout cas, merci d'être venu témoigner. Puis on espère vous revoir peut-être quand. Dès que vous me réinvitez, dès que la Guadeloupe. On vous invitera. Allez, merci en tout cas. Il est 13h26. Mendy, juste un dernier mot avant un rappel des titres. Effectivement, avant de refermer l'information, c'est vrai que nous subissons un mauvais temps. Donc effectivement, la Guadeloupe est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Alors une accalmie relative devrait donc se mettre en place cet après-midi. Et dès la soirée ou encore dans la nuit de lundi à mardi, les averses orageuses devraient faire leur retour avec l'arrivée des premières précipitations liées donc à l'onde tropicale qui approche donc nos côtes. Ces dernières, fortes par moments, causeront à nouveau d'importants cumuls sur des sols déjà gorgés d'eau. On a vu notamment du côté de Basse-Terre. J'en peux témoigner. Voilà, donc des précipitations orageuses qui seront entrecoupées de phases d'accalmie. Voilà donc pour le temps. 13h26, on va prendre la dernière pause publicitaire avant de recevoir Muriel, et on remercie encore Madame Françoise Vergès d'être venue nous voir. Il est déjà 13h32, dernière partie de ce ZCL en direct de RHT. Même s'il pleut, on va parler avec Muriel, notre coach de coaching de la réussite. Bonjour Muriel. Bonjour Danick. Avant de commencer, tout de suite, générique comme d'habitude. C'est parti. Oui, bonjour encore. Alors, on va parler d'alimentation. On va parler d'alimentation parce que je trouve que cette fin d'année où on parle beaucoup, ce mois-ci, du cancer, la lutte contre le cancer. C'est la journée de l'alimentation aujourd'hui. Voilà, c'est la journée de l'alimentation également aujourd'hui. Et puis en plus, le mois prochain, on va parler de diabète également. Donc, il y a beaucoup de choses où on parle de notre santé. Et je trouvais que c'était intéressant de l'aborder parce que souvent, je rencontre des gens qui ont des difficultés à perdre du poids, à savoir comment dire non à des choses qu'ils adorent et donc laisser ces mauvaises habitudes devient tout un dilemme. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu est-ce que ces mauvaises habitudes nous contrôlent et comment finalement s'en débarrasser. Alors, est-ce que c'est si difficile de se débarrasser de ces mauvaises habitudes? Est-ce que ce sont des mauvaises habitudes? Alors, j'aime le chocolat. Est-ce que c'est une mauvaise habitude de temps en temps de me taper une petite tablette de chocolat? Alors, si c'est de temps en temps, ça va. Mais c'est vrai que lorsque ça devient quelque chose qui est répétitif, là, effectivement, ça commence à... Voilà, ça devient une addiction. On a besoin de sa petite dose de chocolat. Généralement, on ne va pas aller vers du 70%, on va aller plus vers quelque chose de beaucoup plus sucré. Donc, effectivement, ça s'accumule, les kilos aussi, et finalement on ouvre les yeux et on se ressemble plus. Alors aujourd'hui, je dirais que les habitudes, elles sont vraiment puissantes. C'est sûr qu'elles peuvent être nos alliés, mais elles peuvent être aussi nos pires ennemis. Alors lorsqu'on parle d'habitudes, souvent elles sont associées à la notion de plaisir, de peine, de douleur, et généralement notre cerveau, de la manière dont il va réagir, c'est lorsque quelque chose suscite du plaisir, une sensation. Il envoie une impulsion. Il envoie une impulsion et il se dit « Ah ouais, j'aime bien ça, donc je vais répéter. » Et lorsqu'on va envoyer quelque chose qui est beaucoup plus douloureux, il va vouloir éviter. Donc effectivement, lorsque les gens se placent dans un phénomène de diète, c'est un peu douloureux pour le corps, le cerveau, il n'aime pas ça, donc il aura tendance à vouloir fuir, alors que lorsqu'on lui envoie un signal qui est beaucoup plus de plaisir, donc les plaisirs rapides, les plaisirs
sucrés, des plaisirs salés, eh ben notre cerveau va dire ah ouais c'est bien, allez on répète. Oui. Alors ce qui va se passer, c'est que plus on va répéter ça, plus au niveau de notre cerveau on va créer des connexions neuronales qui vont devenir de plus en plus fortes sur le chemin, sur la route du plaisir, suscitées par ces sensations sucrées ou salées ou qui nous font du bien rapidement. Et ça va devenir un chemin qui va se renforcer et au fur et à mesure, ça va créer une nouvelle habitude qui va vraiment devenir tenace par rapport à peut-être une habitude de manger sain. Alors, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est quelque chose qu'on a découvert pas si longtemps que ça. On pensait que généralement, c'était les enfants qui étaient capables de créer des nouvelles connexions neuronales au niveau des habitudes. Et on s'est aperçu que nous aussi, les adultes, on est capable de le faire. Donc, ça change un petit peu la note des nouvelles habitudes. Ça nous montre que finalement, même les mauvaises habitudes, on peut finalement s'en débarrasser ou on peut les renforcer. Alors justement, comment changer ces mauvaises habitudes alimentaires, surtout quand elles causent un plaisir, parce que je parlais du chocolat, mais d'autres personnes c'est du café, d'autres personnes c'est pas alimentaire, ça peut être une cigarette, d'autres personnes c'est des choses salées ou bien des jus, enfin autant de choses qu'il ne faut pas consommer en excès. Alors comment faire pour que ce ne soit pas consommer des choses qui sont néfastes à notre santé? Alors je vous dirais que généralement dans le chemin des habitudes, il y a finalement un trajet qui est tout le temps le même. Alors j'ai appelé ça DEC. Alors alors DEC comme déclencheur. Donc on va avoir un déclencheur, un stimuli qui va faire que waouh, ça nous donne l'envie. Et donc la deuxième étape c'est l'envie. Et ensuite le comportement, c'est-à-dire qu'on va manger, on va apprécier ce qu'on a choisi. Et puis ensuite ça va être les conséquences, c'est-à-dire les émotions qui sont derrière, de culpabilité, de se dire oh mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait. On peut s'auto-flageller et puis aussi on peut prendre du poids. Donc là, donc c'est tout un chemin qui est souvent le même. Alors qu'est-ce qui se passe si on prend par exemple l'exemple des habitudes alimentaires? Ce qui va se passer, c'est que on va avoir finalement cette mauvaise habitude qu'il va falloir finalement éradiquer. On va devoir la remplacer par une habitude plus saine. Et ensuite, on va essayer de renforcer cette habitude plus saine pour qu'elle puisse tenir à long terme. Généralement, pour créer une nouvelle habitude, on parle de plus de 21 jours, voire un mois. Je vous dirais que ça dépend, parce que c'est sûr que c'est le minimum, et parfois pour certaines habitudes bien ancrées, pour en créer de nouvelles qui perdurent, il va falloir attendre un peu plus de temps, voire 6 mois. Donc il faut tenir bon. Alors moi, une tactique que je vous propose, c'est que au niveau de ce trajet de la création des habitudes, pour se débarrasser des mauvaises habitudes, on peut s'attaquer aux déclencheurs. Alors il y a plusieurs déclencheurs. La pub, c'est un déclencheur? La pub, c'est un déclencheur. Ouais. C'est des incitations sensorielles. Donc ça vient, c'est des ancrages en fait qu'on utilise. Généralement, quand on est devant la pub, on est en mode alpha au niveau de notre cerveau. Réceptif. Donc on est très réceptif, on est comme une éponge. Et donc en fait, on peut nous balancer tout et n'importe quoi. On va s'en souvenir. Et on s'en souvient si bien que lorsqu'on va au supermarché, parfois on se rappelle le nom des pubs, ou sinon la musique de la pub même. On peut avoir la musique de la pub, mais on peut aussi avoir également une marque qui nous parle plus que d'autres, juste parce qu'on avait vu la pub précédemment. Alors les signaux auxquels il faut faire attention, il y en a plusieurs. Donc on a le lieu, donc il faut faire attention où vous avez l'habitude de manger régulièrement. Je peux dire par exemple devant le canapé, sur le canapé, devant la télé. Alors ça c'est un lieu parfois évité au tout début pour casser un petit peu la mauvaise habitude. On a également les gens, parce que parfois on peut être avec un certain nombre de personnes qui nous incitent à manger et parfois de la malbouffe. Donc là également il faut un petit peu réduire de ce côté-là. On a les activités. Réduire les amis même.
pas réduire les amis, mais au lieu de les rencontrer tout le temps dans des lieux où on va manger, on va boire, peut-être les rencontrer dans des lieux qui sont, voilà, festival du film par exemple. Voilà, donc on a aussi les activités que l'on va choisir, donc ça peut être des activités de sortie, de filles ou jouer au poker par exemple, donc des soirées bien arrosées qui font qu'à la fin, bon ben l'alcool c'est du sucre, hein. Voilà. Ça bouffe et ça coule. Oui. Ça bouffe et ça coule, effectivement. On a aussi les occasions, comme les soirées cinéma. Quand on va au cinéma, on a tout de suite popcorn, soda, voilà, ces petites choses-là qui nous reviennent. Donc on a parlé tout à l'heure avec toi, Danick, des signaux sensoriels qui sont déclenchés par la publicité, mais on a aussi le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée où on va avoir envie de manger. Et parfois ça vient peut-être après le travail ou lorsque la journée était un petit peu longue, on a envie de grignoter. Ou si on a des ennuis aussi quelquefois. Il y a des gens qui grignotent parce qu'ils ont des ennuis. Exactement, exactement. Donc on vient sur l'humeur. Alors ça c'est le dernier signal qui peut apparaître. Donc c'est lié à l'humeur. Si je suis un peu triste, je vais avoir tendance à vouloir compenser par de la douceur, quelque chose de sucré, ou il y a des personnes qui vont compenser par quelque chose de salé. Donc là également, c'est des signaux qui nous montrent qu'il faut faire attention, et en les remarquant, en notant à quels signaux on réagit au niveau de nos mauvaises habitudes, ça nous permet aussi de les arrêter, de les enrayer en amont. Et puis en plus, il y a une deuxième stratégie qu'on pourrait adopter, je vous dirais, c'est la stratégie de la technique de dissociation. C'est-à-dire que à une image de plaisir, on va associer une image un peu dégoûtante. Oh non. Oui. Alors, je vais prendre une expérience que je suis en train de faire actuellement dans le cadre d'un petit projet santé avec un petit groupe. Et donc, je vous ai apporté ça. Donc, j'ai demandé à mon boucher de me préparer 5 kilos de gras. Oh là là, dégoûtant. Ouais. Oui. Et je vous les ai apportés, je l'ai congelé. Bon, vous avez porté ça, vous avez osé faire ça. Ah ouais, j'ai osé. Oui. Voilà. Wow. Alors si on peut faire un petit gros plan sur ça, voilà. Donc lorsqu'on parle de 5 kilos de gras, on parle de ça. Ça, c'est que du gras. Que du gras. Que du gras. Ça se mange pas, normalement. Ça se mange pas. Moi, j'ai demandé, même mon boucher, en fait, il était obligé, que ça lui a pris une semaine pour essayer d'accumuler tout ça, parce que la viande qu'il vend est quand même assez maigre. Donc, un petit big up pour lui, Harry, qui est à la rue du Gommier. On connaît. Voilà. Pas loin du cabinet. Pas loin du cabinet, à deux maisons de là. Et effectivement, en fait, généralement, quand on dit qu'on a 5 kilos en trop, on a la masse, comment on appelle ça encore, masse graisseuse de 5 à 10 kilos, ben ça correspond à ça. Carrément. Ouais. Ça veut dire qu'on a accumulé ça. On a accumulé ça, soit au niveau de notre ventre, soit au niveau de notre foie, des jambes, etc. Alors, on peut voir l'air dégoûté de Danick. Je suis pas le seul, hein. Je crois que les spectateurs ne doivent pas être très heureux de voir ça. Ah, c'est sûr. Alors, je vais essayer de faire... Voilà, c'est bon, j'ai fait tomber un peu. Alors, mais ces 5 kilos de gras, comment les supprimer? Alors, comment les supprimer? Ben, déjà, en cassant ces mauvaises habitudes d'accumulation, lorsque vous allez justement penser à l'huile que vous allez rajouter, donc voilà, vous pouvez faire un peu de sport, mais quand vous rajoutez de l'huile, pensez à ces 5 kilos de gras. Et l'expérience, si vous voulez vraiment la faire jusqu'au bout, consiste non seulement à en récupérer chez votre boucher, mais à porter ça pendant 24 heures. Ouais, d'accord. Donc le transporter, donc vous allez vraiment avoir le ressenti, ça sera pas juste visuel, mais ça sera aussi kinesthésique de qu'est-ce que ça veut dire 5 kilos de gras. Alors Muriel, question. Si parmi les téléspectateurs ou téléspectatrices, quelqu'un qui a ce problème des habitudes alimentaires à changer, quelle est votre action? Comment vous agissez sur cette personne? Alors vous avez déjà vu, moi en fait je reprogramme.
C'est-à-dire, c'est sûr qu'en faisant de la programmation neurolinguistique, notre spécialité, c'est de reprogrammer le mental. Donc là, je vous ai donné un petit peu un aperçu de comment on peut le reprogrammer. C'est sûr qu'il n'y a pas que ça comme stratégie, mais c'est des voies qu'on peut utiliser qui sont parfois un peu chocs, mais qui marchent très bien, en donnant aussi des conseils, par exemple, au niveau de notre mental, on a tendance à feinter pour pouvoir aller prendre des choses qu'on aime bien. Alors, comment contrecarrer notre mental pour plus lui donner une issue et justement nous orienter vers des habitudes de vie plus saines? Parce que c'est pas tant en fait de faire des régimes qu'on va pas pouvoir tenir, mais c'est vraiment adopter des habitudes de vie beaucoup plus saines qui vont pouvoir durer toute la vie. Alors, le programme que je suis en train de monter actuellement, c'est vraiment ça, c'est de la reprogrammation mentale pour vraiment vivre en santé et aussi être bien dans sa peau. Je passe à travers ce programme également parce que j'aime bien suivre mes propres programmes. Comme ça, j'ai une idée bien précise de comment les gens se sentent. Et c'est dur? Oui, c'est dur. C'est dur? Ouais, c'est dur. C'est dur, mais ça vaut le coup parce que en fait, lorsqu'on entend un petit peu tout ce qui se passe, on n'a pas envie de faire partie des statistiques de l'Organisme mondial de la santé, ni non plus qu'on ait envie l'an prochain de se recueillir à la Toussaint sur nos tombes. D'accord. Donc voilà. Bien, me donne froid dans le dos, mais enfin bon, il fallait le dire quand même. Fallait le dire. Sinon, on prend contact avec vous toujours. Exactement. On peut nous voir sur le www.zcl.tv dans la chronique du coaching de la réussite. Sur le replay. Voilà, sur le replay. On a aussi le www.carutera, Terra comme thérapie, THERA.com, et bien sûr nous joindre au 0590 47 30 19. Pas de stage prévu ces jours-ci? Bientôt. Justement, on va reparler justement des habitudes alimentaires à reprogrammer. Merci Myriel en tout cas d'être venue nous dire ça. Bon, à l'heure du déjeuner, c'est un peu coupe-fin, mais enfin, on va s'y faire. 13h47 minutes, on va terminer le ZCL en rappelant cette opération ex-cargo. On disait autrefois opération Moloko. Les taxis étaient en couleur. Ils l'ont démontré ce matin à Jarry en faisant une opération Moloko. Et réaction des policiers après les meurtres de ce week-end, il y a eu 2 morts violentes aux Abîmés après Tapit et à Saint-François. Région était à domicile, c'était vendredi dernier à Gosier, et puis la semaine du film Caraïbes à Paris. Et puis je vous rappelle que nous avons reçu Madame Françoise Vergès, qui est une intellectuelle réunionnaise et une personne très affûtée sur les questions du féminisme et des droits humains. Elle l'a expliqué tout à l'heure. Et aussi nous avons parlé du programme de SONIS avec le directeur de cet office culturel. Je veux parler de Eddie Compère. Voilà, 13h47 minutes, on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Vous étiez toujours en direct de ZCL et aussi du RHT. Et puis Muriel, on la retrouve dans une quinzaine de jours. Muriel. Exactement. Voilà, c'est fini. On boucle et on se retrouve demain.